Alors, imaginez un peu la scène. On est le 30 octobre 2013, en plein cœur de New York. Times Square. Le centre du monde, quoi. Exactement. Et là, il y a un entrepreneur français, Jean-Baptiste Rudel, un peu perdu au milieu de la foule, du bruit. Et d'un coup, il lève la tête et il voit son propre visage. Ah oui. En format XXL, sur 30 mètres de haut, sur un écran géant. C'est pas une star de ciné, c'est le fondateur de Criteo. Et c'est le jour de l'introduction en bourse de sa start-up au Nasdaq. C'est l'image d'Épinal de la réussite, l'aboutissement d'une aventure où, et c'est ça qui est fou, on lui a répété sans arrêt que son projet était impossible. D'où le titre de son livre, justement. On m'avait dit que c'était impossible. Et il faut tout de suite préciser un truc, ce n'est pas un manuel de business classique, vous savez, le genre de livre avec des listes à puces. Non. C'est vraiment le récit d'un parcours, celui d'un entrepreneur qui n'était, mais alors pas du tout prédestiné à ça. Le livre nous plonge dans les coulisses, sans filtre, on y voit les échecs, les doutes, les changements de cap. Les fameux pivots. Exactement. C'est presque une autopsie de la construction d'une multinationale de la tech, mais depuis la France. Donc c'est une lecture qui s'adresse à celles et ceux qui sont fascinés par l'entrepreneuriat, la tech, ou simplement curieux de comprendre ce qui se cache derrière une réussite comme ça, une réussite mondiale. Tout à fait. Parce que la question que le livre pose, elle est presque absurde au début. Comment est-ce qu'on passe de l'arrière-boutique d'une saladerie bio à Paris Oui, c'est ça. à la sonnerie de la cloche du Nasdaq à New York? C'est la question à $1 million. Et surtout, quelles leçons on peut en tirer? Des leçons universelles, je veux dire. Parce qu'en réalité, son chemin, c'est une succession d'échecs. C'est ça le cœur du livre. Il déconstruit le mythe. Complètement. Il déconstruit le mythe de l'idée de génie qui tombe du ciel. Il montre que la réalité, c'est bien plus la persévérance, l'agilité et la capacité à admettre qu'on s'est trompé. Encore et encore. Alors allons-y. Ce qui frappe dès le début, c'est que Jean-Baptiste Rudel n'a absolument pas le profil type de l'entrepreneur. Pas du tout, non. Il vient d'un milieu intellectuel, artistique, où l'entrepreneuriat, c'est presque un gros mot. Il dit que c'est vu comme peu glorieux. Son père est artiste peintre, sa mère est historienne, spécialiste de la vie publique. On est à des années-lumière du CAC 40. Et il raconte même une anecdote assez parlante. L'insulte suprême pour son père, c'était se faire traiter de marchand de cochons enrichi. Ça pose le décor. Ça donne une idée de l'ambiance, ouais. Et dans ce parcours, il y a un drame. Un drame fondateur qui va tout changer pour lui. Le décès de sa sœur aînée. Oui. Noyé en mer, à 15 ans. Il en parle avec beaucoup de pudeur, mais l'impact est colossal. Il explique que ça a installé en lui deux choses. D'abord, une aversion pour les gens qui n'assument pas leurs responsabilités. D'accord. Mais surtout, et c'est la clé de tout, il dit avoir perdu la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Il a cette phrase très forte. Depuis cette expérience, plus rien ne me paraît vraiment grave. C'est une clé de lecture essentielle pour comprendre tout ce qui suit. Cette perte de la peur du ridicule, de la faillite, c'est ce qui lui donne le courage de se lancer. Et ses débuts, ils sont pas très glorieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa toute première société, Calbac France, c'est un échec total. Il le dit lui-même. C'était mené avec l'amateurisme le plus complet. Il y perd toutes ses économies. Et même l'argent de son père et de son frère. Oui. C'est une leçon d'humilité assez brutale, on imagine. Brutal, mais qui ne le décourage pas. Il récidive avec Kiwi, une boîte de sonnerie de téléphone. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà. Et cette fois, c'est un succès. Enfin, un succès modéré. Il la revend, ça lui apporte une certaine aisance financière, mais il en garde un sentiment d'aventure inachevé. Et il en tire une leçon cruciale. La leçon la plus importante. Il lui manquait un associé au profil purement technique. Les fondateurs étaient tous des anciens consultants en stratégie, et ça a bridé leur capacité à innover en profondeur. Il a compris qu'il ne pouvait pas construire une grande entreprise de technologie sans l'excellence technique au cœur de l'équipe. Et c'est là que l'histoire bascule. On s'attend au garage de la Silicon Valley, au campus universitaire, mais non. Le lieu de naissance de Criteo, c'est l'arrière-boutique d'une saladerie bio. C'est presque une blague, oui. C'est fou quand on y pense. C'est une image très forte. Ça montre que l'innovation, elle peut naître absolument n'importe où. Pendant que sa femme gère le resto, lui, dans l'arrière-boutique, il code. Et son idée de départ, elle n'a absolument rien à voir avec la publicité. Rien à voir. À l'époque, il est fan de cinéma, il achète plein de DVD, et il est frustré par ce qu'il appelle les navets hollywoodiens. Du coup, son idée, c'est de créer un algorithme pour exploiter l'intelligence collective des cinéphiles. Pour avoir des recommandations de films vraiment personnalisées. Exactement. Mais il a retenu la leçon de Kiwi. Cette fois, il ne peut pas y aller seul. Il lui faut des pointures techniques. Et c'est là qu'intervient la rencontre décisive. Dans un incubateur d'entreprise à Paris ? Oui, il tombe par hasard sur Franck et Romain,
Deux jeunes ingénieurs ultra brillants qui rentrent tout juste de chez Microsoft, à Seattle. Et la coïncidence incroyable, c'est qu'ils travaillent sur la même idée que lui. C'est dingue. Et la complémentarité est parfaite. C'est une autre grande leçon du livre. Rudel, c'est le profil business, celui qui sait vendre, structurer. Franck, c'est le surdoué conceptuel, le cerveau de l'algorithme. Et Romain, c'est l'ingénieur pragmatique, celui qui transforme les idées en une machine qui tourne. Le trio fondateur, la clé de tout. C'est la fondation, oui. Et pour les convaincre de le rejoindre, il leur sort un argument qui va devenir une sorte de mantra chez Criteo. Il vaut mieux avoir une petite part d'un très gros gâteau que 100% d'un minuscule biscuit. Une vision qui tranche avec l'image de l'entrepreneur seul qui veut tout garder pour lui. Et là, on touche au premier grand enseignement du livre qui est vraiment au cœur de l'histoire de Criteo. Lequel? Ne tombez pas amoureux de votre produit, mais de votre technologie. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de s'accrocher à leur idée de départ. Eux, ils vont faire tout le contraire. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle dans la Silicon Valley l'art du pivot. Le pivot? Le changement radical de stratégie? Et l'histoire de Criteo, c'est une succession de pivots, tous nés d'un échec. Exactement. Le premier, c'est donc leur site de recommandation de films. L'idée semble bonne pourtant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était la technologie, le marché? C'est une excellente question. En fait, la technologie était déjà super puissante. Le problème, c'était le modèle économique. Ils n'ont jamais réussi à gagner de l'argent avec. Le grand public n'était pas prêt à payer. C'est ce que Rudel appelle la mauvaise idée mal mise en œuvre. Un échec cuisant. Cuisant, oui. Donc, premier pivot. Ils décident de ne plus viser le grand public, mais de vendre leur technologie de recommandation directement à des sites d'e-commerce. Ça semble plus malin. C'est plus malin. Et ça fonctionne. Un peu. Ils signent quelques clients, ils génèrent un petit chiffre d'affaires. C'est le ratage numéro 2. La mauvaise idée bien mise en œuvre. Pourquoi ratage si ça marche un peu? Parce que Rudel sent que le potentiel est limité. Il écrit « Une petite voix intérieure me disait que je n'avais pas remonté une nouvelle start-up pour faire un second kiwi. Ils sentaient qu'ils avaient une technologie d'exception, mais qu'ils l'utilisaient pour un projet médiocre. C'est là que la plupart des gens se seraient arrêtés en se disant « c'est déjà pas mal ». Mais eux, non. Ils pivotent à nouveau. Et là, ça devient presque comique. » C'est le troisième ratage suite. La bonne idée, mal mise en œuvre. Ils changent encore et ils décident d'offrir leur techno gratuitement aux blogueurs pour recommander les articles. Et là, le trafic explose. C'est viral. Le problème? Ils ne gagnent toujours pas d'argent. Pas un centime. Et c'est là qu'arrive ce fameux mois où leur chiffre d'affaires total s'élève à 1,3 €. 3 euros. On peut même pas s'acheter un café avec ça à Paris. C'est le point le plus bas. L'entreprise est au bord du gouffre, les investisseurs sont à bout de patience, et c'est dans ce moment de crise absolue que tout va basculer. Comment est-ce qu'ils sortent de cette impasse? La pression devait être immense. Elle est énorme. Lors d'un conseil d'administration très tendu, un des investisseurs, à bout d'arguments, leur lance une phrase en l'air, presque une boutade. Laquelle? « Jean-Baptiste, tu as pensé à utiliser ta technologie pour la publicité. » Au début, l'idée est balayée. La pub en ligne, à l'époque, c'est le bas de gamme d'Internet. Mais l'idée fait son chemin. Et c'est le déclic final. Ils comprennent enfin. Ils comprennent que la vraie valeur de leur algorithme, ce n'est pas de recommander des films ou des articles. C'est sa capacité à comprendre les centres d'intérêt d'un internaute en temps réel. Et concrètement, ça veut dire quoi utiliser la technologie pour la publicité? Qu'est-ce que Criteo fait que les autres ne faisaient pas? C'est simple, et c'est une révolution à l'époque. Vous consultez, disons, une paire de chaussures rouges sur un site. Vous ne l'achetez pas. Vous quittez le site. Vous allez lire les infos ailleurs. Et là, dans une bannière pub, que voyez-vous? La même paire de chaussures rouges. Voilà. C'est l'algorithme de Criteo qui a fait le lien. C'est ce qu'on appelle le reciblage publicitaire, le retargeting. Aujourd'hui, ça nous semble banal, mais à l'époque, personne ne savait le faire à grande échelle avec une telle performance. Ils tiennent enfin à leur modèle. Donc, la technologie était la bonne réponse depuis le début. Mais ils ont mis 3 ans à trouver la bonne question. C'est exactement ça. Et une fois qu'ils tiennent ce modèle, tout s'accélère de façon exponentielle. Le livre détaille alors les grands principes qui ont guidé cette croissance. Le premier, c'est une mentalité très américaine, go big or go home. Viser grand ou rentrer à la maison? Voilà. Pour une start-up de la tech, le marché, c'est le monde, dès le premier jour. Il y a d'ailleurs cette anecdote assez drôle sur la conquête des États-Unis. Pour être crédibles, ils ont dû américaniser l'entreprise. C'est un peu du bluff, non? C'est du marketing intelligent.
Sur leur site web, l'adresse du siège social était à Palo Alto, en Californie, alors que 95% de l'équipe était encore à Paris. Ah oui, d'accord. Il fallait rassurer les clients et les talents américains, leur montrer qu'ils n'étaient pas une petite boîte française de plus. C'est une leçon sur l'importance de comprendre et d'adopter les codes culturels du marché qu'on veut conquérir. Le deuxième grand principe qu'il met en avant, c'est le financement. Il insiste sur l'importance de lever plus d'argent que nécessaire. C'est un conseil qui a bien marché pour Criteo, mais est-ce que ce n'est pas un peu le dogme de la Silicon Valley qui a aussi ses limites? C'est un point très juste. Rudel le présente comme une clé de l'indépendance. Avoir beaucoup de cash, ça permet de prendre des risques, de voir à long terme et surtout de pouvoir dire non aux investisseurs. C'est un levier de pouvoir. Mais le revers de la médaille, C'est que ça peut déconnecter une entreprise de la réalité et encourager une culture de la dépense. C'est un équilibre très délicat. Pour Criteo, qui avait déjà trouvé son modèle ultra rentable, c'était le carburant pour accélérer. Pour une boîte qui cherche encore son modèle, ça peut être un poison. le dernier principe clé, c'est la culture d'entreprise, et notamment le partage de la valeur. Il défend ardemment l'idée de donner des stock options à tous les salariés. Et ça, c'est fondamental pour comprendre leur succès. Les stock options, ça veut dire que chaque employé, du stagiaire à l'ingénieur star, devient un peu propriétaire de l'entreprise. Et donc, si la boîte réussit, Leur succès personnel est directement lié au succès collectif. Si l'entreprise entre en bourse, la valeur de leurs actions peut être multipliée par 100, par 500. C'est un alignement d'intérêt total. Tout le monde rame dans la même direction. Ça crée une cohésion et une implication incroyables. il le dit d'ailleurs fièrement dans le livre, Criteo a créé un nombre respectable de millionnaires, y compris des gens qui n'avaient pas forcément de grands diplômes, mais qui ont cru au projet. En synthèse, on voit bien que l'esprit du livre, ce n'est pas du tout une apologie de la réussite facile. Non, c'est clair. C'est un manifeste pour la persévérance, pour l'apprentissage par l'échec. Le succès de Criteo, ce n'est pas une illumination, c'est le résultat d'une série d'ajustements, de la résilience d'une équipe qui a refusé de se contenter d'un projet médiocre. France, il prend complètement le contre-pied du French bashing ambiant. Oui, il affirme que la France a des atouts uniques, notamment l'excellence de sa formation en mathématiques, ce qui est absolument essentiel à l'ère du big data et de l'IA. Pour lui, l'algorithme de Criteo n'aurait pas pu être conçu ailleurs. Donc le problème n'est pas un manque de talent. Non, il soutient que le problème de la France, c'est avant tout culturel, un manque d'ambition. Cette tendance à préférer un petit chez-soi à la conquête du monde. Et c'est ce qui nous amène à la pensée finale que le livre nous laisse. Une réflexion qui va bien au-delà des startups. Exactement. Il soutient que le modèle de l'entreprise traditionnelle, pyramidale, autocratique, est dépassé, surtout dans l'innovation. Il prône ce qu'il appelle une culture du co. Collaboration, confiance. Copartage de la valeur. C'est un modèle très inspiré de la Silicon Valley, basé sur l'autonomie et la responsabilisation. La question que le livre nous invite donc à nous poser et qui reste en suspens, c'est la suivante. Au-delà du cas Criteo, comment cette culture participative, cette confiance a priori et ce partage de la réussite pourraient s'appliquer pour transformer nos propres environnements de travail? Que ce soit dans les grandes entreprises, les administrations, Ou même les associations, oui. Comment pourrait-on faire pour y libérer les énergies et l'innovation comme ils ont réussi à le faire? C'est une réflexion qui nous concerne tous.